Björn Côte de Fer était un chef norrois renommé et un roi légendaire de Suède, célébré à la fois pour son esprit guerrier féroce et pour sa lignée en tant que fils du célèbre héros viking Ragnar Lodbrok. Son nom résonne dans l'histoire pour ses raids audacieux en Angleterre, en Francie occidentale et sur les rivages méditerranéens. Avec le temps, il s'éleva au pouvoir en tant que suzerain de la Suède et on lui attribue la fondation de la maison de Manso, une dynastie royale qui régnera sur la Suède jusqu'aux environs de l'an 1060. Les exploits et l'héritage de Björn sont préservés dans diverses sources médiévales. Il apparaît dans la saga de Ragnar Lodbrok et le conte des fils de Ragnar, la Gesta Danorum, la saga d'Hervor, les actes des ducs normands, entre autres. Dans cette vidéo, nous parcourons les sources anciennes qui racontent la vie de Björn Côte de Fer. Découvrez les origines de son nom redoutable et suivez le parcours de ses raids audacieux et de ses exploits légendaires. Plutôt que de fusionner les sagas en une seule chronologie, je vais raconter l'histoire de Björn telle qu'elle est présentée dans chaque récit individuel, en honorant la voix de chaque auteur et en préservant les détails uniques de leur récit. Björn Côte de Fer apparaît pour la première fois dans la Gesta Danorum, dans un épisode concernant son père, Ragnar Lodbrok. Cette grande chronique a été écrite par Saxo Grammaticus à la fin du XIIe siècle, plusieurs siècles après l'époque de Björn. Pourtant, elle demeure la réalisation littéraire la plus ambitieuse du Danemark médiéval et une pierre angulaire pour comprendre sa première histoire. Selon la Gesta, lorsque Ragnar eut soumis les Saxons et leur eut imposé un tribut, il apprit qu'Hérode, le roi de Suède, était mort et que ses propres fils avaient été privés de leur héritage. Par la trahison de Saul qui s'était emparé du trône, Ragnar fit appel à l'aide de ses fils Björn, Fridlif et Radbard et marcha sur la Suède. Saul le rencontra sur le champ de bataille et lui offrit le choix entre une bataille rangée ou un duel. Ragnar choisit le combat singulier. Saul envoya alors son champion Starkard, célèbre pour son courage. Accompagné de ses 7 fils, Ragnar, prenant 3 de ses propres fils à ses côtés, combattit sous les yeux des deux armées et remporta le duel. Dans cette bataille, Björn se distingua plus que tous les autres. Il abattit de nombreux ennemis et ne subit aucune blessure, car on disait que ses flancs étaient aussi durs que le fer, ce qui lui valut le nom de flanc de fer. En reconnaissance de sa vaillance, Ragnar le récompensa en lui offrant la seigneurie de Suède. Plus tard, lorsque Ragnar fut capturé et tué par le roi Eilert de Northumbrie, Björn reçut la nouvelle alors qu'il jouait au dé, serrant la pièce si fort que le sang coula de ses doigts et éclaboussa la table. Il déclara amèrement que le coup du destin est plus capricieux que le lancer de n'importe quel dé. Björn rassembla alors une flotte de 400 navires et mit les voiles vers l'Angleterre. Là, il défia ouvertement Ella de l'affronter au combat. Lorsqu'ils capturèrent le roi, ils taillèrent la forme d'un aigle sur son dos, se réjouissant de marquer leur ennemi le plus cruel avec l'oiseau de proie. Ils salèrent ensuite ses blessures, lui infligeant une mort atroce. Cette forme d'exécution devint connue sous le nom de l'aigle de sang. Ayant vengé son père, Björn Côte de Fer retourna dans son propre royaume, et ainsi se termine son histoire dans la Gesta Danorum, selon la saga de Ragnar et de ses fils. Composé par un auteur islandais anonyme au XIIIe siècle, le récit s'inspire d'anciennes légendes et de traditions orales qui mêlent histoire et mythe de l'époque viking. Dans cette saga, Ragnar Lodbrok épouse Oslok, la fille du héros Sigurd Fafnirban, qui, selon la légende nordique, tua le dragon Fafnir. De leur union naquirent 4 fils célèbres, Ivar le Désossé, Björn Côte de Fer, Vitsuk et Sigurd, serpent dans l'œil. Les fils de Ragnar se lancèrent dans des raids à travers l'Angleterre, la Normandie, la France et la Lombardie. On raconte que leur entreprise la plus audacieuse fut la prise de la ville de Luni, car ils avaient l'ambition de marcher sur la ville de Rome elle-même. Leurs exploits devinrent les plus célèbres de toutes les terres du Nord où l'on parlait la langue nordique. Lorsqu'enfin ils revinrent dans le royaume de leur père au Danemark, ils se partagèrent les territoires entre eux. À Björn Côte de Fer, Feluxala,
le cœur de la Suède et les vastes terres qui lui étaient soumises. Ainsi s'achève l'histoire de Björn dans la saga de Ragnar et de ses fils. Le chronicon Fontanellese, une chronique anonyme rédigée entre les années 840 et 856, rapporte l'un des premiers récits concernant Björn Côte de Fer. En l'an 856, une grande flotte danoise commandée par le duc Sitrick remonta la Seine et avança jusqu'à la forteresse de Pitre. Après 33 jours le 19 août, un autre chef nordique, Björn, arriva avec sa propre flotte puissante. Les deux forces s'unirent, répandant le feu et la dévastation à travers les terres jusqu'à la forêt de Perche. Là, ils furent confrontés au roi Charles le Chauve et à son armée, qui leur infligèrent une défaite écrasante. L'année suivante, Sitrick se retira de la rivière, tandis que Björn se retrancha sur une île y construisant une forteresse. En l'an 859, le roi Charles l'assiégea par la mer, l'encerclant avec un blocus naval. Cependant, la rébellion du roi Louis, le frère de Charles, et d'autres conflits internes forcèrent le roi à abandonner le siège, épargnant ainsi Björn de la capture. Björn réapparaît dans les annales de Saint-Burton. Ces annales, une collection de chroniques franques couvrant les années 830 à 882, ont été rédigées en latin médiéval par plusieurs auteurs, plutôt que par une seule personne. Ces annales relatent les affaires politiques, religieuses et militaires de la Francie occidentale durant les années turbulentes qui ont suivi la division de l'Empire carolingien de Charlemagne. Dans ces pages, de nombreux historiens identifient Björn Côte de Fer sous le nom de Berno. L'entrée pour l'année 858 raconte que Berno, un chef des pirates nordiques sur la Seine, se présenta devant le roi Charles le Chauve dans son palais. Là, se livrant entre les mains du roi, il prêta serment d'allégeance et jura fidélité. Les actes des ducs normands ont été écrits par Guillaume de Jumièges, un moine normand, vers l'an 1070. Dans son livre, il relate les origines des Normands, les raids nordiques sur la Francie et les chefs vikings avant Rollon, premier duc de Normandie. Le texte indique, à cette époque, Lodbrok, un pirate des régions du nord des plus cruelles, fut poussé par une tempête jusqu'aux côtes de la Northumbrie. Il laissa derrière lui des fils d'une grande férocité, parmi lesquels Björn, qui, à la tête de flottes de Danois et de Nordiques, apporta la ruine au royaume des Francs. Björn correspond clairement à Björn Côte de Fer, connu des sagas nordiques et des annales franques. Selon Guillaume, le chef viking Hastein, agissant comme beau-père de Björn, eut l'audace de concevoir l'idée de placer Björn Côte de Fer sur le trône de l'Empire romain, devenir le souverain des terres de la Méditerranée. Ensemble, ils élaborèrent un plan pour piller les côtes du monde antique, apportant à leur horde viking à la fois richesse et gloire. Les Vikings ont pris la mer depuis la Loire, le plus long fleuve de France, à bord d'une flotte redoutable de 62 navires, chacun étant un vaisseau de guerre rapide et mortel. Leurs dracars, conçus à la fois pour la vitesse et la maniabilité, étaient idéaux pour les raids sur des rivages lointains, permettant aux Vikings de frapper rapidement. Leur première cible fut la péninsule ibérique, où les Vikings ont tiré parti de la relative faiblesse des royaumes chrétiens et des conflits persistants entre les souverains locaux et les Sarrasins musulmans. En l'an 859, le royaume des Asturies, situé dans l'actuelle Espagne du Nord, était gouverné par le roi Ordonio Ier, un monarque engagé dans une guerre incessante contre les Sarrasins. Ces envahisseurs musulmans avaient déferlé sur la péninsule ibérique depuis l'an 711, laissant la destruction derrière eux en établissant un puissant État islamique qui s'étendait sur une grande partie de l'Espagne. Lorsque les Vikings ont débarqué sur la côte des Asturies, ils ont rencontré peu de résistance et se sont rapidement mis à piller la région. Cependant, leur succès a vite été remis en cause. Les forces chrétiennes locales, dirigées par le comte Dom Pedro des Asturies, rassemblèrent leurs forces et lancèrent une contre-attaque, infligeant une défaite sanglante aux Vikings lors d'une escarmouche. Malgré de lourdes pertes, Eston et Björn ne se laissèrent pas décourager. Ils tournèrent alors leur attention vers les Sarrasins eux-mêmes, attaquant leurs bastions et menant une série d'escarmouches et de sièges sanglants.
L'un des raids les plus glorieux et audacieux de leur campagne eut lieu dans l'émirat de Cordoue, un puissant État arabe islamique qui contrôlait une grande partie du sud de l'Espagne. Eston et Bjorn assiégèrent la ville d'Algésiras, un port majeur à la pointe sud de la péninsule ibérique. Pendant 3 jours, ils assiégèrent la ville, leurs forces submergeant les défenseurs. Après avoir pris la ville, ils pillèrent les maisons des riches et incendièrent complètement les 2 mosquées les plus importantes de la ville. Une fois leur raid terminé, ils amassèrent une grande richesse en or, en argent et en esclaves, des biens qu'ils allaient ensuite vendre ou utiliser pour alimenter leur campagne continue en Méditerranée. Encouragés par leur succès, Eston et Bjorn tournèrent leur regard vers le sud, s'aventurant à travers le détroit étroit de Gibraltar pour frapper. Au cœur de l'Afrique du Nord, les Vikings ont navigué jusqu'à la côte de l'actuel Maroc et de l'Algérie, où ils ont pris pour cible la dynastie idrisside, un royaume musulman dirigé par les descendants du prophète Mahomet. Les Vikings ont ravagé les villes côtières, les pillant pour en tirer des trésors et capturant des prisonniers qui seraient ensuite vendus comme esclaves. Leur déchaînement s'est poursuivi vers l'est jusqu'aux îles Baléares, où ils ont dévasté les îles de Majorque et de Minorque, puis plus loin vers la Méditerranée orientale, où ils se sont emparés de la ville côtière d'Odihuela. Leur campagne les a également menés jusqu'à la ville de Nécor, où ils ont établi une base temporaire et occupé la ville pendant une période de 8 jours. À l'approche de l'hiver, Eston et Bjorn cherchèrent refuge sur l'île de Camergue, située à l'embouchure du Rhône, dans ce qui est aujourd'hui le sud de la France. Là, ils se reposèrent et se regroupèrent avant de reprendre leur campagne. Leurs prochaines cibles étaient les riches villes du sud de la France, où ils semèrent le chaos, pillant des trésors et faisant des prisonniers. Cependant, leurs raids ne s'arrêtèrent pas là. La flotte viking continua de remonter vers le nord, atteignant jusqu'à Valence avant de finalement mettre le cap sur l'Italie. Dans leur quête acharnée de richesse, de gloire et de renommée éternelle, Bjorn Côte de Fer et le rusé Eston mirent les voiles le long de la côte accidentée de l'Italie. Leur regard était tourné vers Luni, une ville qui, avec ses ruines en décomposition et son architecture grandiose, avait autrefois été un phare de puissance et de splendeur. Pour les pillards vikings, cependant, ces murs de pierre en ruine et ces monuments imposants portaient une promesse plus grande que de simples richesses. Ils croyaient avoir trouvé la ville légendaire de Rome elle-même, le cœur du monde antique. Eston, toujours le stratège, savait que la force brute seule ne suffirait pas à remporter la victoire. Il pouvait voir les imposants remparts de la ville et savait qu'une attaque frontale serait vaine. À la place, il élabora un plan si sournois et rusé qu'il entrerait dans les annales de la légende viking. Il savait que le zèle religieux de la ville serait leur point faible. Sous le prétexte d'un homme mourant cherchant la rédemption, Eston ordonna à ses hommes de le porter jusqu'aux portes de la ville sur une civière. Son corps feignait d'être à l'agonie. Les gardes leur accordèrent l'entrée. La rumeur courut vite qu'un chef viking voulait embrasser le christianisme avant de mourir. Émus par la croyance en la rédemption, ils le conduisirent dans l'église de la ville. Une fois à l'intérieur, Eston reçut les rites sacrés de la foi chrétienne, recevant les sacrements sous les yeux du clergé de la ville, alors que les fidèles priaient pour son âme. Mais ce n'était pas un homme humble cherchant le salut. Dans un moment de moquerie divine, Eston sauta de sa civière. Il rallia ses hommes et, en un clin d'œil, ils se sont abattus sur Luni, comme des loups sur un troupeau de moutons. La ville fut mise à sac dans une frénésie de violence. Des richesses furent volées, des maisons incendiées, et l'église autrefois fière fut profanée. Un autre récit affirme que la ruse de Eston était encore plus élaborée, prétendant qu'il embrasserait le christianisme sur son lit de mort, pour ensuite feindre la mort le lendemain. Les habitants de la ville, trompés par sa supercherie, lui permirent, ainsi qu'à 50 de ses hommes vêtus de robes, d'entrer dans l'église pour son prétendu enterrement. Mais alors que les rites funéraires commençaient, Eston jaillit de son cercueil, son épée brillant dans les airs, et d'un seul coup rapide, Eston décapita le prêtre, provoquant une onde de choc et de peur dans toute la ville. Dans un moment brutal de triomphe, les Vikings déchaînèrent leur fureur sur Luni,
pillant la ville et ses trésors. Pourtant, l'histoire du raid prend un tournant inattendu. Alors que Bjorn et Eston se tenaient au milieu du chaos, revendiquant la victoire sur la puissante Rome, les habitants les corrigèrent. La ville qu'ils avaient conquise n'était pas Rome, c'était l'Unie, une ombre de l'Empire qu'ils cherchaient à revendiquer. Furieux de cette humiliation, leur colère éclata. Les Vikings ordonnèrent le massacre de tous les hommes et la capture de nombreuses femmes et enfants destinés à devenir leurs esclaves. Imperturbables, les Vikings naviguèrent vers le sud le long de la côte italienne. Ils jetèrent leurs dévolus sur Pise, où leurs dracars causèrent des ravages sur les murs de la ville, la pillant. Cependant, alors que la flotte reprenait la route vers la Loire, le destin leur réserva un coup cruel. Une violente tempête s'abattit sur la flotte viking et ils furent contraints d'abandonner près de 40 de leurs navires à la merci de la mer. 2 autres navires furent perdus au détroit de Gibraltar. Malgré tout, Bjorn continua avec sa flotte, éprouvé mais redoutable. Il porta alors son attention sur la ville de Pampelune. Là, les Vikings frappèrent de nouveau, pillant la ville. Les Vikings allèrent même jusqu'à capturer le roi Garcia Iniguez de Pampelune, le retenant prisonnier contre une lourde rançon. Le prix pour la libération du roi fut la somme stupéfiante de 70 000 dinars d'or, une pièce d'une immense valeur dans le monde islamique médiéval. Leur coffre débordant d'or, d'esclaves et de butins de guerre, Bjorn et ses guerriers prirent le chemin du retour. La saga légendaire est une saga nordique, qui se déroule avant la colonisation de l'Islande. Les sagas ont toutes probablement été écrites en Islande, d'environ le milieu du XIIIe siècle jusqu'à l'an 1400 par un auteur inconnu. Un jour, Ivar se tourna vers ses frères Vitsuk et Bjorn et leur demanda combien de temps ils resteraient inactifs à la maison, laissant leur renommée s'éteindre au lieu de grandir. Ils répondirent de Tikku qu'ils suivraient ses conseils comme ils l'avaient toujours fait. Alors Ivar dit: préparons des navires et rassemblons assez d'hommes pour les équiper. Visons l'or et la gloire si le destin le permet. Ses frères acceptèrent et ensemble ils se présentèrent devant Ragnar, demandant des navires et des guerriers aguerris, experts en pillage et au combat. Ragnar accepta leur demande et lorsque tout fut prêt, ils prirent la mer. Partout où ils combattaient, ils étaient victorieux, gagnant richesse, hommes et renommés dans chaque contrée qu'ils atteignaient. Mais Ivar dit bientôt: ne nous reposons pas avant de rencontrer une force supérieure à la nôtre, afin que nous puissions éprouver notre force. Ses frères demandèrent où un tel défi pouvait être trouvé, et il répondit: dans un endroit appelé Vitaber, où des sacrifices païens ont lieu, beaucoup ont essayé de le conquérir, mais aucun n'a réussi. Même notre père s'y est déjà rendu, mais il a été forcé de rebrousser chemin. Ses défenseurs sont-ils si puissants? Ont-ils demandé ou est-il protégé par une autre puissance? Les deux, répondit Ivar. Les guerriers là-bas sont puissants, et l'endroit lui-même est imprégné de sombre sorcellerie. Pourtant, je voudrais savoir ce qui est le plus grand, notre courage ou leur magie. Alors ils mirent le cap sur Vidvaber. Lorsqu'ils atteignirent dans ses rivages, ils se préparèrent à débarquer, laissant quelques hommes pour garder les navires. Leur plus jeune frère, Rogenwald, était considéré comme trop jeune pour un tel danger. Alors il resta en arrière avec une partie de la troupe. Alors que l'armée d'Ivar avançait, il avertit ses hommes des étranges gardiens de l'ennemi. 2 monstrueux hongres dont les cris terrifiants avaient rendu fous tous les envahisseurs. « Tenez bon, dit Ivar, ne laissez pas la peur vous dominer, car aucun mal ne vous arrivera tant que je vous guide. » Lorsque les défenseurs ont lâché les bêtes ensorcelées, elles ont chargé en avant, beuglant si terriblement que les guerriers les plus courageux ont vacillé. Voyant cela, Ivar, qui est tenait sur un bouclier, a demandé son arc. Il décocha ses flèches et les 2 créatures tombèrent mortes. Ainsi prit fin la terreur qui avait gardé la forteresse pendant si longtemps. De retour au navire, Rogenwald entendit le bruit de la bataille et dit: « Heureux sont ceux qui partagent une telle gloire, alors que moi je reste en arrière. Mais je ne resterai pas inactif. Allons tous à terre. » Et c'est ce qu'il fit. Il se battit avec un grand courage, mais c'est là qu'il tomba. Les frères avancèrent vers la forteresse, renouvelant l'attaque. Les défenseurs se sont effondrés et ont pris la fuite.
et les fils de Ragnar les ont poursuivis en triomphe. Lorsqu'ils revinrent à la forteresse, les frères rassemblèrent tous les trésors à l'intérieur, puis mirent le feu aux maisons et démolirent les remparts jusqu'à ce qu'il ne reste plus que des cendres et de la pierre. Leur vengeance accomplie, ils montèrent à bord de leur navire et s'éloignèrent en mer. Depuis sa salle à Uppsal, régnait le roi Estan, un homme puissant et entêté, sage dans ses conseils, mais au tempérament farouche et profondément dévoué aux anciens dieux. Sa fille, Inimbjorg, était célèbre dans tout le nord pour sa beauté. L'arme la plus redoutée d'Astan était une vache sacrée nommée Sibilja, que l'on disait remplie de magie noire. Ses mugissements terrifiants pouvaient rendre les armées folles, et tant qu'elle protégeait le pays, aucun ennemi n'osait attaquer les terres d'Astan. Le roi Estan et Ragnar Lodbrok étaient autrefois proches amis. Chaque été, ils organisaient de grands festins ensemble. Pourtant, leur lien fut brisé lorsque Ragnar ne se présenta pas à un festin de mariage à Uppsala, une insulte qu'Estan ne pardonna pas. La querelle débuta quand Estan encouragea Ragnar à épouser sa fille. Ragnar s'était même engagé envers elle pendant un certain temps. Mais Aoslog, averti par 3 petits oiseaux, lui révéla qu'elle était la fille de Sigurd, le fléau de Fafnir, et de Brynhild. Ragnar comprit alors qu'Aoslog était de lignée plus noble que la fille d'Aistan. Ragnar renonça à cette union et ne retourna pas en Suède. Indignés par cet affront, les fils de Ragnar, Eric et Agnar rassemblèrent une armée et marchèrent sur Uppsala. Bien qu'un mauvais présage ait marqué leur départ, un homme fut tué. Alors que leurs navires prenaient la mer, ils poursuivirent leur route sans se laisser décourager. Là, ils affrontèrent l'armée du roi Estan au combat. Le roi libéra Sibilja devant ses hommes, et ses cris terribles emplirent l'air, semant la confusion et la peur parmi les guerriers de Ragnar. Beaucoup tombèrent sous le massacre. Seuls Eric et Agnar tinrent leur position. Agnar fut abattu et Eric fut fait prisonnier. On lui offrit la paix et la main de la fille d'Astan, mais il refusa, choisissant la mort plutôt que le déshonneur. Il demanda seulement que ses hommes soient épargnés. Puis, se tenant droit sous les ailes sombres des corbeaux tournoyant au-dessus de lui, Eric fut soulevé sur une forêt de lances, affrontant sa faim avec une fierté sans peur. Lorsque Björn apprit la nouvelle, il récita un vers à sa mère, Aoslog, bien que peu de mots aient été prononcés. Un homme peut nourrir la vengeance dans son cœur, dans la poitrine rapide de son faucon. Nous n'avons ni serpent ni vipère brillante dans nos yeux, mais mes frères m'ont réjoui. Je me souviendrai de tes beaux fils. Lorsque 5 nuits se furent écoulées, Vitsuk et Björn avaient préparé 14 navires. 2 nuits plus tard, lorsqu'une semaine entière s'était écoulée depuis leur premier serment de prendre la mer, Ivar avait préparé 10 navires à lui, et Oslaug, leur mère, en avait préparé 10 autres. Alors la famille Abus se réunit. En parlant de la force qu'ils avaient rassemblée, Ivar leur dit, il avait aussi envoyé des guerriers, montés pour marcher par la terre afin que leurs ennemis soient pressés de tous côtés. La nouvelle parvint bientôt au roi Estan. Des messagers vinrent devant lui, essoufflés, racontant comment une armée féroce avait déferlé sur ces terres, brûlant, pillant, ne laissant aucune maison debout et aucun champ intact. Nous emmènerons avec nous Sibilja, notre vache sacrée, dit le roi, car elle est une déesse pour notre peuple, qu'elle court devant l'armée, car nul homme ne pourra résister à ses mugissements terrifiants. Ensemble, nous chasserons cet ennemi cruel et puissant. Ainsi fut-il fait, Sibilja fut lâchée devant les rangs, et ses cris terribles secouèrent l'air. Quand Ivar vit la bête chargée et entendit ce rugissement surnaturel, il ordonna à ses hommes de faire monter leurs propres vacarmes, de frapper leurs épées contre leurs boucliers et de pousser leurs cris de guerre afin que la voix de la bête soit noyée dans leur fureur. Il ordonna à ses porteurs de boucliers de l'avancer plus près du cœur de la mêlée. Puis Ivar prit son arc et décocha ses flèches. Chaque flèche atteignit sa cible, et la vache enchantée s'effondra, terrassée au milieu de ses propres cris tonitruants. Les armées se sont affrontées sous une tempête d'acier. Jamais, dirent les Suédois par la suite, ils n'avaient connu une telle épreuve de force et de vaillance. Vitsuk et Björn se sont battus comme des possédés.
taillant à travers la ligne de bataille de sorte que personne ne pouvait leur résister. Le sol était rouge du sang des morts, et la grande armée d'Estaing fut brisée. Beaucoup tombèrent là où ils se tenaient, d'autres tournèrent les talons et prirent la fuite. Enfin, le roi Estaing lui-même fut abattu, et les fils de Ragnar remportèrent une grande victoire. Puis les frères décidèrent entre eux de partir en expédition dans le royaume du Sud. Au cours de ces guerres, ils attaquèrent toutes les forteresses qui leur résistaient, et nul ne pouvait supporter leur puissance. De là, ils naviguèrent jusqu'à la ville appelée Luna. À ce moment-là, ils avaient déjà ravagé presque toutes les villes et forteresses de tout le royaume du Sud. Leur renommée s'était répandue à tel point qu'aucun enfant, aussi jeune soit-il, n'ignorait les noms des fils de Ragnar. Même dans leur triomphe, ils restaient agités. Ils jurèrent de ne pas se reposer avant d'avoir atteint Romaborg, la puissante ville de Rome elle-même, célèbre pour sa richesse, sa multitude d'hommes et sa gloire. Mais ils ne savaient pas combien le voyage serait long, et leur armée était si vaste qu'ils ne pouvaient plus la nourrir. Pendant qu'ils s'attardaient à Luna, ils se réunirent pour discuter de ce qu'il fallait faire. Alors un vieil homme se présenta devant eux, flétri, aux yeux perçants et rusés. Quand ils lui demandèrent qui il était, il répondit qu'il était un pauvre vagabond, qui avait passé sa vie à voyager à travers de nombreux pays. D'après ces paroles, les fils de Ragnar apprirent que la route vers Rome était longue et périlleuse, au-delà de leur force pour la suivre. Ils détournèrent donc leur route et, au cours de leur errance, ils capturèrent de nombreuses villes qui n'étaient jamais tombées auparavant sous l'épée ou le feu. Après avoir longtemps pillé dans le royaume du Sud, les frères mirent ensuite le cap au nord pour retourner dans le royaume de leur père, où régnait le roi Ragnar. Pourtant, ils ignoraient tout de son sort ou des batailles qu'il avait livrées, et leur cœur brûlait d'impatience d'avoir des nouvelles. Alors qu'ils traversèrent les terres du Sud, la peur les précédait. Partout où la nouvelle de leur arrivée se répandait, les gens fuyaient à leur ville, emportant ce qu'ils pouvaient, si bien que les frères ne trouvaient que peu de choses derrière eux, ni nourriture, ni ennemis à affronter. Le voyage se poursuivit jusqu'à ce qu'ils atteignent le Danemark, arrivant là-bas avant les messagers du roi Hela. Là, ils restèrent en attente silencieuse avec leurs hommes. Lorsqu'enfin les messagers arrivèrent dans la salle où les fils de Ragnar festoyaient, ils entrèrent et s'approchèrent du siège d'honneur où Ivar le désossé était allongé. Sigurd, œil de serpent et Vitsuk jouaient à Nefetafel, le jeu des rois, tandis que Björn Côte de Fer était assis par terre, taillant un manche de lance. Les envoyés du roi hélas saluèrent Ivar avec courtoisie. Il leur rendit leur salut et demanda d'où ils venaient et quelles nouvelles ils apportaient. Leur chef répondit qu'il était des hommes d'Angleterre, envoyés par le roi Hela lui-même, et qu'ils apportaient un peu des nouvelles de la mort de Ragnar. À ces mots, Vitsuk et Sigurd laissèrent tomber leurs pièces de jeu de leurs mains, et tous tournèrent les yeux vers les messagers. Björn se leva, s'appuyant lentement sur sa lance à demi sculptée. Ivar leur demanda de raconter en détail comment son père avait trouvé la mort. Alors ils racontèrent l'histoire depuis le moment où Ragnar avait débarqué en Angleterre jusqu'à l'instant où il rendit son dernier souffle. Lorsqu'ils arrivèrent à la partie où Ragnar avait prononcé ces derniers mots, les jeunes sangliers gronderont lorsqu'ils apprendront la mort du vieux sanglier. Björn serra la hampe de la lance si fort que l'empreinte de ses doigts y resta. Lorsque le récit fut terminé, il frappa la hampe contre le sol et elle se brisa en deux. Puis les frères se réunirent en conseil pour décider comment ils pourraient venger la mort de leur père. Ils équipèrent leurs navires et mirent le cap sur l'Angleterre, naviguant jour et nuit, sans laisser filtrer le moindre mot de leur arrivée avant qu'ils n'atteignent la côte. Bientôt, la nouvelle de la guerre parvint au roi Hela lui-même. Lorsque les deux armées se rencontrèrent, une grande et terrible bataille commença. Les fils de Ragnar se jetèrent sur l'armée d'Hela avec une telle fureur que nul ne pouvait leur résister. Le combat fut long et acharné, mais finalement, les hommes d'Hela cédèrent et prirent la fuite. Le roi fut capturé vivant. Alors, Ivar déclara, « Maintenant, il est temps de venger la mort qu'il a infligée à notre père. Que le plus habile des sculpteurs sur bois s'avance et grave un aigle sur son dos, si profondément que les ailes brillent rouges de son sang.
Les artisans obéirent, et le travail fut fait comme Ivar l'avait ordonné. Le roi Hella souffrit énormément avant que la vie ne le quitte, et ainsi les fils de Ragnar prirent leur revanche. Par la suite, Ivar lui-même resta pour gouverner l'Angleterre. Ainsi, Vitsuk, Bjorn et Sigurd retournèrent au nord dans leur propre royaume, tandis qu'Ivar détenait la domination sur les terres anglaises. Et lorsque, avec le temps, tous les fils de Ragnar furent morts, leurs bandes de guerre se dispersèrent à travers de nombreuses terres. Pourtant, ceux qui les avaient autrefois suivis disaient qu'aucun autre roi n'avait jamais été leur égal en courage, en sagesse ou en puissance. La saga de Hervor, un récit légendaire du XIIIe siècle, tisse ensemble des traditions issues d'anciennes légendes héroïques germaniques. Parmi ces nombreux personnages, elle évoque également Björn Côte de Fer. Selon la saga, Estein, le fils maléfique du roi Harald Dent de Sabre, régna sur la Suède après la mort de son père jusqu'à ce qu'il soit tué par les fils de Ragnar, comme le raconte leur propre saga. Après avoir conquis le royaume suédois, les fils de Ragnar se partagèrent les domaines de leur père entre eux. Björn Côte de Fer prit le trône de Suède, Sigurd régna sur le Danemark, Witsuk détenait les terres de l'Est, et Ivar, le désossé, revendiqua l'Angleterre. Les fils de Björn, Eric et Réfil. Réfil devint un chercheur et guerrier renommé, tandis qu'Éric succéda à son père comme roi de Suède, mais ne régna que peu de temps. Après sa mort, Éric, fils de Réfil, monta sur le trône, un souverain puissant et un grand guerrier à part entière. La saga continue en nommant les descendants de Björn Côte de Fer comme les anciens rois de Suède. Le tertre funéraire supposé de Björn Côte de Fer est situé sur l'île de Munson, dans le lac Mälaren en Suède. Mesurant environ 20 mètres de diamètre et s'élevant à 5 mètres de hauteur, le tertre fait partie d'un vaste champ funéraire, comprenant 5 tertres, une pierre runique et environ 145 cercles de pierre représentant un ensemble de vestiges anciens. La légende veut que le roi Björn Côte de Fer lui-même ait été enterré dans ce tertre, souvent appelé le tertre du roi Björn. Björn Côte de Fer demeure une figure centrale dans d'innombrables récits de conquêtes et d'aventures vikings. Bien que les historiens débattent de l'exactitude de ces récits, son héritage perdure dans la mythologie nordique et dans la riche tapisserie des légendes vikings. Au sommet de la colline se trouve une pierre runique, bien qu'il n'en reste qu'un fragment, et son inscription est également incomplète. La pierre date probablement de la fin du XIe siècle, ce qui la rend plusieurs siècles plus jeune que le tertre lui-même. Selon les sagas après la mort de Björn, il fut inhumé dans un tertre monumental près des rives du lac Mälaren. Le tertre était réputé si grand qu'on pouvait le voir de l'autre côté du lac, et il aurait été rempli des trésors et des richesses qu'il avait amassés durant sa vie. Au fil des siècles, le tertre est devenu un lieu de vénération pour les guerriers et chefs vikings qui venaient honorer la figure légendaire et chercher la faveur de son esprit. Certaines histoires racontent que la nuit, les esprits des morts se rassemblaient autour du tertre et que les sons de leurs festins et réjouissances pouvaient être entendus à des kilomètres à la ronde. Ainsi s'achève le récit de Björn Côte de Fer. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne et je vous apprécie tous énormément. Un remerciement spécial à John Seitz. J'espère que vous avez tous apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de partager. Et je vous retrouve tous la semaine prochaine pour un autre épisode de History Profiles.